Voilà pourquoi on vous dit que la guerre mondiale a commencé. Les États-Unis sont partis négocier avec la Russie sur l'Ukraine en mettant à côté les Européens. Chose qui ne s'est jamais fait dans le passé. Incroyable. Dans la vie, il ne faut pas oublier. Je crois l'avoir déjà dit dans le passé, il ne faut pas oublier. Vous pouvez pardonner au-dessus et continuer la guerre. Je ne suis pas là pour vous prêcher, je ne suis pas l'église. Je vous dis la vérité. L'église vous dit aussi une vérité qui est ecclésiaire. Ici, c'est la Mouekassens, c'est l'école de la vie. Les gens qui vous font du mal ne le font pas pour vous faire du bien. Et quand quelqu'un a déjà essayé de te détruire dans ton caractère, ce n'est pas en lui pardonnant qu'il va changer. Il y a beaucoup d'instances où une personne a été pardonnée dans le passé et accordée une nouvelle opportunité pour se repentir. Et finalement, quand il a eu la meilleure occasion, quand tu dormais, il t'a achevé. Ou a achevé la personne dont il fallait. Il faut faire très attention. Écoutez, il ne faut pas essayer de justifier le mal des gens quand les gens vous font du mal. Quand quelqu'un essaie de te faire du mal, c'est clair, il essaie de toucher ton argent, ta famille, ton identité, ta réputation, ta personnalité. Il ne faut pas oublier. Ça, c'est votre ennemi pour la vie. En fait, des fois, Dieu vous montre qui sont vos vrais ennemis, mais vous refusez d'écouter. Parce que vous dites qu'il faut pardonner. Qui vous a dit qu'il faut pardonner? Il faut pardonner qui? Il faut pardonner vos frères, pardonner vos sœurs, ceux-là qui sont sortis du même ventre que vous. C'est ceux qu'il faut pardonner. Parce qu'en réalité, même s'ils peuvent devenir méchants, bon, ça, ce sont des histoires d'une région là-bas, il ne faut pas entrer. Généralement, pour les Africains normaux, même si votre frère vous fait du mal, ce n'est jamais pour détruire votre vie. Okay? Bien évidemment, on met le côté là, la région là, africaine qui a des problèmes. Généralement, un frère africain qui partage votre mère, quand il vous fait du mal, après il se repent. Okay? Mais un étranger, quand il te fait de mal pour te détruire, parce que pour la vérité c'est celle-ci, un ami ne devient jamais un ennemi. Quand un ami devient un ennemi, il n'avait jamais été votre ami. Il est simplement venu à côté de vous pour vous comprendre. Examinez d'ailleurs même les personnes avec qui vous n'êtes plus amis. Vous allez remarquer les genres de questions qu'on vous posait à l'époque. Alors là-bas, le boulot, là, c'est comment? Mais là-bas, on te paye combien? C'est comme ça. Ce sont ces genres de questions. Cette histoire-là, tu as acheté à combien? La voiture, là, tu l'as eu comment? C'est ça. Regardez le genre de conversation dont vous aimez. Ça n'avait jamais été, tu sais, dans la vie, mon ami, il faut être courageux, il faut aider maman. Jamais. Les conversations que vous avez eues dans le passé, c'était les chaussures, là, tu as commandé, c'était en Italie. C'est toujours comme ça. Ça n'a jamais été une vraie réalité. Quand quelqu'un te fait du mal, il ne faut jamais oublier. Ce sont les poltrons et les idiots qui oublient. Oh, j'ai pardonné, j'ai oublié. Oui, continue comme ça. Les ministres du Sahel sont partis en Russie. On parle du Mali, Burkina Faso et Niger. Partis en Russie, pourquoi? Pour aller renforcer leurs relations avec la Russie. Les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont à Moscou actuellement pour leur premier entretien officiel avec la Russie. Okay? C'est fort. Les 3 États sahéliens qui sont frères, les seuls frères en Afrique, parce que vous aimez trop la fraternité. Mon frère, il n'y a pas ton frère ici. Tes frères sont là-bas dans les ventres de ta mère. Mon frère. Les vrais frères sont maliens, burkinabés, et voilà. Le reste, c'est n'importe quoi. Ceux-là sont partis à Moscou pour aller discuter. Après, évidemment, avoir rompu leur relation avec la France et ses alliés. Les amis, nous sommes dans une guerre mondiale actuellement. Et beaucoup ne le comprennent peut-être pas. La guerre mondiale, ce n'est pas seulement quand ça tire de partout, quand ça explose de partout. La guerre a commencé. Il y a une forte guerre, pas seulement médiatique, il y a une forte guerre géopolitique, il y a une forte guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe. Ils sont très surpris actuellement, on va en parler juste là. Il y a une guerre forte d'influence entre l'Occident et l'Afrique actuelle, pendant qu'il y a des pays africains qui sont complètement endormis. Certains sont en train d'insulter le roi, qui est là depuis 42 ans. D'autres sont là en train de danser, faire des concerts. On ne sait pas s'ils sont en guerre ou en concert. Nous sommes en guerre et une réalité. On va essayer d'avancer avec ceux-là qui comprennent. Alors, la Russie a signé un accord de défense, encore une fois, avec les 3 pays du Sahel. Okay, le Mali, Burkina Faso et le Niger. Donc cet accord, évidemment, ça sert à renforcer la présence russe dans cette région. L'objectif n'est pas seulement former, mais de soutenir sur le plan militaire ces armées de ces nations libres. Ce sont les seules nations libres en Afrique, en tout cas dans la francophonie. Donc ils ont été là pour discuter, pour former des correspondances et des forts liens. Les ministres des Affaires étrangères ont qualifié cette discussion d'une étape importante vers l'instauration d'une coopération stratégique et pragmatique dans tous les domaines communs. On voit ici une représentation du Mali. Les Maliens sont partis, évidemment, il y a les ministres de chaque pays, mais il y a aussi chaque délégation qui se présente face aux Russes pour avoir une discussion. Okay? Ici, on a discuté avec la tête du gouvernement russe pour avoir quelques collaborations et quelques discussions.
On va essayer de suivre rapidement ce que ça veut dire. Nous intensifions nos contacts en matière de la coopération de la défense. Et ici, nos représentants rencontrent leurs collègues. Ils participent notamment dans la préparation de vos cadres militaires, mais aussi, bien sûr, des cadres civils. Et c'est aussi un aspect très important humanitaire de notre coopération. И, безусловно, самая тесная координация налажена в сфере внешнеполитического взаимодействия, прежде всего в Организации Объединенных Наций, в рамках группы друзей в защиту Устава ООН и на других многосторонних площадках, включая, конечно же, различные форматы партнерства России и Африки. Nous avons des contacts assez étroits en ce qui concerne la politique étrangère, notamment au sein de l'Organisation des Nations Unies. Nous nous entretenons au sein du groupe d'amis pour la défense de la Charte. Il y a aussi d'autres formats dans lesquels nous coopérons. Et bien sûr, avant tout, c'est le partenariat Russie-Afrique. Так что повестка дня у нас насыщенная, и уверен, что сегодняшний обмен мнениями позволит более активно и эффективно продвигать все договоренности, которые были достигнуты между нашими руководителями. Tout cela pour dire que nous avons un agenda bien chargé et j'espère que les accords que nous allons avoir aujourd'hui vont permettre de travailler de manière très active et efficace pour mettre en œuvre tous les accords qui ont été conclus au plus haut niveau entre nos présidents. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une collaboration, évidemment, après avoir rompu avec celui qui était autrefois votre ami, mais en réalité pas vraiment votre ami. Il était votre ami parce que vous aviez les mêmes tendances. Dans ce cas, c'est parce qu'il y avait des avantages en Afrique. La France était amie à l'Afrique, dans cette francophonie qui n'est pas tout à fait correcte, mais objective pour faire gagner à la France. Accès aux ressources, accès à l'uranium, accès à l'or et accès à autre chose et à son influence. Aujourd'hui, les pays du Sahel vont en Russie pour chercher une vraie correspondance égale à égale. Il n'y a pas de sens de supériorité. Contrairement à ce que Macron a fait dans le passé, qui vous a clairement montré qu'ils étaient supérieurs et vous ne l'étiez pas, et qu'il vous fallait être reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour vous. Il faut être reconnaissant, je t'abrite chez moi. En fait, c'est moi qui reçois beaucoup de toi, mais toi, tu dois être reconnaissant parce que voilà, c'est grâce à moi que tu es à la table du roi. Alors, pour cette fois-là, les Africains sont partis en Russie pour collaborer. Moi, je ne suis pas fanatique de changer un oppresseur pour un autre. Hein. Ce n'est pas la politique qu'on cherche. Changer un colonisateur pour un autre. Et il faut faire très attention pour ne pas tomber dans cette dynamique-là, où on quitte la France comme ancien colonisateur pour aller devenir colonisé par la Russie. Et il faut être intelligent. Et penser que la Russie sera totalement neutre, c'est aussi être stupide. Parce qu'une personne intelligente est une personne qui remet en question tout. Une personne intelligente, je répète, remet en question tout ce qu'il a appris. De l'école, de la vie, même de ses parents. Tout, vous remettez en question. On ne dit pas qu'il faut rejeter. Il faut remettre en question tout, même ce que vous recevez de votre religion. Parce que ce n'est pas la religion qui a parlé. C'est un individu qui a parlé au nom de la religion. Attention, il faut tout remettre en question. Comprendre le pourquoi du comment. C'est bien de quitter la France et les autres, l'Europe, pour aller ailleurs. C'est bien de chercher l'égalité, le respect. Mais dans tout ça, il faut comprendre. Sommes-nous en train d'entrer dans un piège? Il serait totalement ignorant et aussi bête de penser que la Russie n'a aucun intérêt en Afrique. Il serait absolument absurde de croire que les Russes ne peuvent pas penser à quelconque opportunité ou avantage qu'ils peuvent tirer de l'Afrique ou de l'ignorance des Africains. C'est vrai qu'on peut regarder dans le passé. Dans le passé, il n'y a pas d'indication où la Russie est partie en Afrique pour aller coloniser. On peut se servir de ça pour dire, OK, voilà. Mais il ne faut pas être stupide pour penser que la Russie de l'ancien temps et la Russie d'aujourd'hui. Vladimir Poutine n'existait pas à l'époque. En 1800, quand les Européens ont décidé de venir en Afrique pour piller. Poutine n'était pas là. Attention. OK. Alors, sont-ils en train de pouvoir devenir en Afrique? On ne le sait pas. Peuvent-ils trouver de moyens intelligents pour coloniser l'Afrique? C'est une possibilité. Sont-ils en train d'essayer de faire ça? Probablement pas. Pourquoi? Parce que dans le passé, ils ne l'ont pas fait. Généralement, pour savoir ce que quelqu'un fera dans le futur, il faut simplement regarder ce qu'il a fait dans le passé. OK. Et tous les éléments qu'il vient de souligner mettent en avant, en tout cas, l'importance et l'intensité des relations entre nos deux pays, au plus haut niveau, entre nos deux chefs d'État, mais entre nous-mêmes. Le contact est régulier. Et ce qui est plus important, c'est que la coopération se déroule bien sur le terrain. Et je tiens encore une fois à réitérer la gratitude du Mali à la Russie pour son soutien constant et sans réserve à notre pays. Nous avons une lecture commune de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité dans notre espace. Terrorisme qui est d'ailleurs soutenu par des sponsors étatiques étrangers, y compris des acteurs régionaux, des acteurs de notre espace qui continuent à servir de base arrière et à soutenir le terrorisme, ce qu'il faut combattre, y compris l'Ukraine,
qui est à vos portes ici, que nous considérons comme un État terroriste tout simplement. Dans ce qui est dit ici, je pense qu'il est intelligent de noter ce que Abdoulaye Diop vient de dire. Il vient de dire que l'Ukraine est un État terroriste. Donc, le Mali est en guerre spirituelle contre l'Ukraine. Évidemment, pourquoi depuis l'attaque qui a été faite au Mali, l'attaque qui a été revendiquée par les Ukrainiens, ils ont dit qu'ils avaient donné l'intelligence, le renseignement, tout le bazar aux ennemis du Mali. Et depuis lors, la relation a changé. Et quand le Mali dit que l'Ukraine est un État terroriste, soyez-en certains, le Niger et le Burkina Faso pensent aussi que l'Ukraine est un État terroriste. C'est une guerre ouverte. Je sais que les Ukrainiens ont essayé de raviver un peu les histoires, question de venir en Afrique, essayer d'ouvrir des ambassades ici et là, les ambassades qui n'existaient pas avant la guerre en Russie. Et beaucoup de personnes ont pensé que c'était, évidemment, c'est ça la vraie nature de quelqu'un. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide quand il est en difficulté. C'est-à-dire quoi? Il ne te calculait pas quand il était bien. N'est-ce pas? Maintenant, il est en difficulté, il a perdu son travail, il a tout il te salue. Bon, là, il faut se poser des questions. Si l'Ukraine a ouvert les ambassades, comme certaines personnes le disent en Afrique, après que la guerre ait commencé en Russie, dans l'objectif de créer une correspondance avec les Africains, ça veut simplement dire qu'ils n'ont jamais aimé les Africains. Et la preuve est dans le pudding. En ce qui s'était passé en Ukraine, les Noirs ont été pas traités correctement pendant la guerre. Ils ont été poussés hors de train, forcés à faire des histoires. Et c'était absolument absurde. Le ministre Abdoulaye Diop dit que l'Ukraine est un État terroriste. Alors la question qui se pose ici est celle-ci. Est-ce une bonne idée pour ce pays de partir en Russie au lieu de trouver de l'aide en Afrique? Point d'interrogation. Mais ce qui est essentiel de noter ici, c'est quoi? Il a aussi dit quelque part que la Russie était peut-être le seul pays à nous soutenir pendant les moments les plus difficiles, malgré qu'il y avait des pays africains qui ont tourné le dos. C'est très important. Vous voyez, c'est ça la fraternité. La fraternité n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau. Qu'on ne vous trompe pas. Oh mon frère, je ne suis pas ton frère. Va chercher ton frère dans les ventres de ta mère. Il dit pendant que les pays africains ont tourné le dos, la Russie était peut-être le seul pays à nous accorder la chance, à nous soutenir. Vos frères sont seulement ceux qui vous soutiennent dans les moments difficiles. Ce n'est pas, nous sommes, non. Il faut chercher vos cousins qui parlent votre langue. C'est ça vos amis. Et maintenant, on va en France. En France, les amis, vous voyez, M. Macron est très animé, comme d'habitude, en tout cas depuis récemment, depuis l'arrivée de Donald Trump. Donald Trump a frappé l'Europe de tarifs et des taxes, des impôts sur beaucoup de choses, des impôts sur beaucoup d'outillages. Je sais que généralement, on pense que les États-Unis et l'Europe, c'est la même chose. En tout cas, Trump vous montre que ce n'est plus pareil. Des nouveaux droits de douane ont été annoncés par Donald Trump, des droits de douane de 20% sur les importations en provenance de l'Union européenne. Le 2 avril, le président Trump a imposé des droits de douane de 20% sur toutes les importations en provenance de l'Union européenne, c'est-à-dire la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Irlande. C'est chaud. Certains pays en subiront les conséquences beaucoup plus grandes. Le président Emmanuel Macron, évidemment, a condamné ces droits de douane, qualifiant de brutaux et infondés, suggérant d'éventuelles représailles. Écoutez ce qu'il avait à dire. En termes de méthode, la riposte européenne se fera en 2 étapes, parce que riposte, il y aura, de manière claire. Et je le dis pour que ce soit clair pour tout le monde, la première riposte aura lieu mi-avril. Elle portera sur les taxes déjà décidées, en particulier sur acier et aluminium. Et les difficultés qui avaient pu apparaître sur des premières listes ont pu être corrigées. Et donc les réponses qui arriveront dans les jours qui viennent seront des réponses qui sont sur le premier paquet, acier-aluminium. La deuxième réponse, plus massive, celle au tarif annoncé hier, se fera à la fin du mois, après une étude précise, secteur par secteur, et un travail avec l'ensemble des États membres et évidemment des filières économiques. M. Macron dit qu'ils doivent d'abord cibler l'acier et l'aluminium américains. Donc ici, on parle de rétaliation. Donc la France et l'Europe doivent agir contre les États-Unis. Voilà pourquoi on vous dit que la guerre mondiale a commencé. Les États-Unis sont partis négocier avec la Russie sur l'Ukraine en mettant à côté les Européens, chose qui ne s'est jamais fait dans le passé. Incroyable. Donc, Macron, en réagissant, il a d'abord encouragé les Européens de se mettre ensemble et s'unir contre les États-Unis d'Amérique, même s'il ne le dit pas ouvertement, mais c'est clair. Donc, ils vont sanctionner l'acier et l'aluminium américains. Macron dit aussi qu'à la fin du mois, après une étude secteur par secteur et un travail d'ensemble d'États, ils vont trouver un moyen de déséquilibrer les États-Unis sur le plan commercial. Si la réponse aux tarifs qui viennent d'être mis par l'administration américaine, c'est de faire des concessions immédiates ou d'annoncer des investissements pour pouvoir négocier des exemptions, c'est une très mauvaise idée. Parce que nous avons une force. C'est un marché de 450 millions d'habitants. C'est ça l'Europe. L'Union européenne, c'est 450 millions de consommateurs. C'est plus que le marché américain. Emmanuel Macron dit qu'il y a 450 millions de consommateurs en Europe.
Donc les États-Unis ne peuvent pas impressionner l'Europe sur le plan tarifaire. 400 millions de consommateurs. Si les Européens se mettent ensemble, ils peuvent résister. Il est donc en train de demander aux Européens à une réponse unifiée et solidaire. Donc il n'y ait pas d'Européens qui partent discuter de leurs avantages solo. C'est-à-dire, ils partent voir Trump pour dire, écoutez, nous on peut faire ça et ça et ça, laissez-nous entrer. Donc si vous êtes à 20 par exemple, et qu'il y a un seul ennemi à côté, ok, et qu'une de vos personnes parte chez la personne et moi je suis désolé, moi je n'ai pas de problème avec toi. C'est la lâcheté qui entre. C'est-à-dire votre force, même si vous êtes faible par rapport à cette personne forte, ne sera pas assez suffisant pour résister. Mais ensemble, vous pouvez résister. Rien n'est exclu. Et donc tous les instruments sont sur la table. Des réponses tarifaires pour faire face, l'activation de mécanismes qui sont en notre main, comme le mécanisme anti-coercition, la possibilité d'avoir des réponses sur les services numériques, où les États-Unis sont extrêmement bénéficiaires sur l'Europe. La possibilité de regarder aussi les mécanismes de financement de l'économie américaine. Il ne faut rien exclure à court terme, il faut faire ce qui est le plus efficace. Macron parle aussi des réponses sur des services numériques. Dans les États-Unis d'Amérique, reçoit beaucoup de services numériques venant de l'Europe. Il en dépend en effet, donc ils peuvent frapper en retour. Qu'est-ce qui risque de se passer ? En tout cas, les amis, les représentants du Sahel sont partis en Russie pour aller discuter du renforcement de coopération en ce qui concerne le militaire et le commercial. Est-ce une bonne idée de le faire et de sauter les Africains ? Puisque d'après eux, la Russie a été là pendant que les Africains étaient là distraits, toujours en train de danser ou d'insulter. Quel est l'objectif de Donald Trump dans cette histoire ? Il est évident que Donald Trump n'est pas intéressé par l'Afrique. Contrairement au gouvernement précédent qui envoyait des émissaires pour voir les dirigeants africains, Donald Trump ne l'a pas fait. La seule chose qu'il a fait jusque-là, c'est sanctionner les pays africains. Il n'y a plus de visa pour vous, on ne vous accepte plus. Il n'y aura plus d'aide, il a coupé l'aide de l'USAID. Donc vos gens-là qui vivent avec le VIH sont censés mourir. Il est en train de mettre la pression sur toutes les personnes qui ne soutiennent pas la politique